Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre programme Afrique pour ce samedi le 25 avril 2026. On commence tout de suite avec cette information. L'Égypte célèbre aujourd'hui le 44e anniversaire de la fête de la libération du Sinaï. À cette occasion nationale majeure, le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a prononcé un discours au cours duquel il a qualifié cette commémoration de moment clé de l'histoire de l'Égypte. Il a rappelé que le Sinaï représente la souveraineté et la dignité nationale et que sa libération prouve que l'Égypte ne renonce jamais à aucune partie de son territoire. Il a salué le rôle de l'armée égyptienne qu'il a décrite comme pilier de la sécurité nationale et moyen de dissuasion contre toute menace. Il a également souligné que le retour du Sinaï est le résultat d'un mélange d'efforts militaires, politiques et juridiques. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que la lutte est aujourd'hui passée de la défense militaire à la construction et au développement malgré les nombreux défis récents, terrorisme, Covid-19, conflits régionaux. Et nous rejoint, chers téléspectateurs, par téléphone, Monsieur le Général Brahim Choukri, qui est expert en stratégie. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, premièrement, Monsieur le Général, quand on parle de cette journée de 25 avril, ça représente, je dirais, le résultat final d'un long périple qui a commencé juste après la défaite de 1967 et est terminé en 1989 avec le retour total de la dernière partie du Sinaï, la petite ville de Taba. Alors, comment voyez-vous ce long périple et cette, je dirais, défense assidue pour la récupération de toutes les parties de la patrie égyptienne? Bon, heureusement, vous parlez de ce sujet très intéressant de la vie des Égyptiens dans l'histoire de l'Égypte. Et heureusement que moi, personnellement, j'ai fait partie de la mission du travail lorsque j'étais chef du poste de police à Taba, ce que vous venez de citer maintenant. Oui. Donc, c'est une région très chère sur nos cœurs, nous tous les Égyptiens. Bien sûr, la Sinaï présente quelques points que je vais vous citer rapidement en détail. Premièrement, c'est un jour de la dignité. Les Égyptiens ne perdent jamais l'espoir de retrouver de nouveau leur territoire, c'est-à-dire ils peuvent restaurer leur territoire, même après la guerre d'octobre, qui était aussi, le jour d'octobre, c'était un jour de fierté, bien sûr. Et aussi, il y a eu une sorte de guerre politique concernant les négociations et les pourparlers, et aussi les entretiens avec les divers partis qui s'intéressent internationalement de cette affaire-là, lors des années 67, bien sûr, la visite du président Sadat en Israël et aussi les contrats et les accords signés avec les Israéliens, surtout au niveau du paix. Bon, si vous parlez en seconde phase, nous parlons de la paix. Bien sûr, la paix a commencé il y a plus que 44 ans entre l'Égypte et Israël. C'est un message aussi à tous les pays qui nous entourent au Moyen-Orient et le monde arabe, que vous pouvez faire la paix au niveau de tous les pays et tous les peuples afin de faire la prospérité et aussi d'améliorer la vie quotidienne des citoyens au lieu de faire des guerres et d'avoir des morts et des massacres partout du monde qui nous entoure. Donc nous, comme Égyptiens, nous avons protégé la paix, bien sûr, ça c'est deuxième chose. Et troisième chose que je voudrais aussi vous souligner, le jour où nous fêtons l'arrivée de la Sinaï, bien sûr, le jour national de la Sinaï. Et heureusement, c'est venu le lendemain du jour où notre président, notre chef président, qui a eu un entretien avec toute l'Union européenne, tous les représentants, les responsables, et les commandants des pays européens, et aussi avec l'Union européenne, c'était à Chypre hier. Ça veut dire aussi que l'Égypte a fait de grandes étapes afin de faire aussi des coopérations avec l'Europe, jusqu'à ce que même les Européens ont besoin d'entendre la voix de l'Égypte, c'est par notre président bien sûr,
et se présenter et dire quel est notre point de vue, notre opinion de ce qui se déroule autour de nous. Oui. Donc, vous voyez bien sûr que l'Égypte a pris une position internationale au niveau de l'Égypte. Tout ça, c'est à cause aussi de la guerre et du retour du territoire égyptien. Parce que nous ne sommes pas en situation de guerre maintenant, nous sommes en situation de paix, nous cherchons aussi la prospérité, nous cherchons aussi la gloire, nous cherchons aussi le développement, bien sûr, le développement durable de tous les pays, de tous les peuples du Moyen-Orient. Et nous sommes un pays qui se trouve au bord de la mer Méditerranée, donc nous cherchons aussi le bien des Européens, comme nous cherchons aussi le bien de notre pays et du monde arabe. Certes, Troisième point, si j'ai le temps à vous expliquer, oui, c'est que nous, comme Égyptiens, nous ne pouvons pas oublier que le développement au niveau de la Sinaï a aussi causé d'avoir beaucoup de changements sur le territoire Sinaï. C'est-à-dire, il y a des usines qui sont stabilisées au niveau de la Sinaï. Il y a aussi un développement de la ville El Arish et de la ville Sheikh Zouaïd. Ce sont des villes aussi qui se sont développées et la capacité est devenue des villes de milliers. Or, ce n'était pas comme ça la situation il y a 40 ans ou 50 ans. Donc tout ça c'est un effort de l'État. Il y a aussi un effort de l'État concernant le développement. C'est la couverture des services, l'eau potable, l'assainissement, etc. Donc tout c'est un effort déployé par le pays où le gouvernement égyptien, des divers gouvernements bien sûr, pas seulement ce gouvernement mais d'autres gouvernements. Il y a aussi la nouvelle ville de Rafah qui est une grande superficie, qui peut recevoir jusqu'à 10 000 unités de logement. C'est aussi construction très énorme au niveau de Rafah. Nous avons aussi, et on ne peut pas oublier, que nous avons fait un nouveau port auprès de la ville El Arish. Ce port-là, ça va être un port international qui peut servir au niveau de la mer Méditerranée, à côté du port de Damiette, à côté du port de Port Saïd, à côté du port d'Alexandrie. Donc ça présente aussi une souveraineté de l'Égypte jusqu'à toute notre frontière, même à la direction de l'Est ou du Nord. Ce port-là, c'est très intéressant parce que vous savez bien, M. Samar, qu'il y a aussi un grand sujet, un grand projet de faire des lignes de rail, de chemin de fer qui deviennent de la Riche jusqu'à Taba et qui va faire une sorte de transport qui peut lier la mer Rouge avec la mer Méditerranée. Tous ce sont des moyens de développement au niveau de la Sinaï. Donc on ne peut pas oublier tous ces efforts déployés par l'État pour prouver à tout le monde entier qu'il y a une vraie paix au territoire de la Sinaï que nous aimons, bien sûr. On ne peut pas oublier aussi qu'il y a une sorte d'infrastructure qui est bien développée au niveau de la Sinaï. Nous avons aussi des zones industrielles au centre du Sinaï et au nord même aussi. Il y a aussi du soutien des réseaux électriques. Monsieur le général Ebrahim Chokri, il y a l'avantage stratégique aussi au niveau du canal de Suez. Oui, monsieur le général Ebrahim Chokri, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné le Caire hier après une visite à Chypre. Au cours de cette visite, il a participé à une réunion consultative réunissant des dirigeants de plusieurs pays arabes ainsi que des responsables et des représentants des États et des institutions de l'Union européenne. Le président a également tenu un entretien bilatéral avec son homologue chypriote, en plus d'une série de rencontres avec plusieurs dirigeants européens et responsables de l'Union européenne.
Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information du Soudan. Au Soudan, l'accès aux médicaments devient de plus en plus difficile à cause de Nafissa. Un village de 5000 personnes dépendent d'une seule clinique. Les stocks s'épuisent et aucune livraison n'a été reçue depuis décembre dernier. La situation est aggravée par le conflit au Moyen-Orient qui perturbe les routes commerciales et augmente les coûts du transport, notamment après la fermeture du détroit d'Ormuz. Selon l'International Rescue Committee, des médicaments d'une valeur d'environ 130 000 $ sont bloqués à Dubaï, accentuant la pénurie dans un pays déjà en guerre. Et la Libye se trouve à un tournant critique sur les plans politiques, économiques et sécuritaires. C'est ce qu'a indiqué mercredi le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Anna Serwa Tete, devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Pour plus de détails, voici un commentaire. Sur le terrain politique, la feuille de route présentée en août 2025 par la mission d'appui des Nations Unies en Libye peine toujours à produire des avancées concrètes. Les efforts visant à organiser des élections nationales et à réunifier les institutions restent au point mort dans un pays toujours marqué par la division entre autorités rivales. La responsable onusienne a également souligné un manque d'engagement de certains acteurs politiques accusés de ne pas répondre aux attentes de la population, notamment en matière de participation et de légitimité démocratique. Elle a mis en garde contre les conséquences d'une inaction prolongée susceptible d'aggraver l'instabilité tant au niveau national que régional. Le processus soutenu par l'ONU s'articule autour de 4 axes principaux: la sécurité, la gouvernance, l'économie et la réconciliation nationale. Des recommandations sont attendues début juin afin de dégager une vision commune et de préparer les conditions nécessaires à la tenue d'élections. Dans ce contexte, le représentant permanent de la Libye auprès des Nations Unies, Tahir al-Sunni, a exprimé la volonté des autorités de mettre fin à la transition prolongée en appelant à un cadre constitutionnel consensuel permettant d'organiser des élections générales dans les meilleurs délais. Sur le plan économique, la situation continue de se détériorer. Inflation, pénurie de carburant et hausse de la pauvreté traduisent un déséquilibre structurel de l'économie. Selon la chef de la MANUL, une partie importante des ressources nationales est absorbée par un système économique déséquilibré, marqué par des dépenses incontrôlées et une gestion contestée des revenus pétroliers. Sur le plan sécuritaire, malgré le maintien global du cessez-le-feu signé en 2020, des tensions persistent dans plusieurs régions, notamment dans le sud et certaines zones du nord-ouest, où des affrontements localisés continuent d'être signalés. La situation des droits humains demeure également préoccupante avec des cas récurrents de détention arbitraire et d'actes d'intimidation visant des opposants politiques et des acteurs de la société civile. Face à l'ensemble de ces défis, les Nations Unies appellent à un soutien renforcé de la communauté internationale afin de relancer le processus politique et stabiliser durablement le pays. Et le pape Léon XIV a achevé une tournée de 11 jours en Afrique, marquée par des prises de position sur l'exploitation des ressources, les droits de l'homme, la corruption et la justice sociale. Lors de ses rencontres avec les dirigeants, il a dénoncé les dérives autoritaires et appelé à un sursaut moral. Le souverain pontife s'est rendu en Algérie, en Cameroun, et en Angola et en Guinée équatoriale, parcourant plus de 17 700 km au cours de 18 vols. Réunis à Nairobi, au Kenya, plusieurs pays africains ont présenté un portefeuille de projets d'infrastructures visant à mobiliser des capitaux privés à l'occasion du sommet de l'Africa Finance Corporation. Pour plus de détails, voici un commentaire.
Au total, des projets structurants dans les secteurs des transports et de l'énergie sont mis en avant pour un montant estimé à près de 46 milliards de dollars. L'Africa Finance Corporation, institution financière panafricaine, indique avoir déjà engagé une première mobilisation de fonds à hauteur de 2 milliards de dollars auprès de banques commerciales et de partenaires de développement. Pays hôte du sommet, le Kenya a présenté son Fonds national d'infrastructure destiné à mobiliser près de 38,7 milliards de dollars pour financer ses priorités stratégiques. Parmi les projets phares figure la modernisation de l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi, visant à porter sa capacité à 22 millions de passagers d'ici 2045. L'intégration régionale constitue également un axe central avec plusieurs projets ferroviaires d'envergure. La Tanzanie met en avant le corridor central, une ligne ferroviaire électrique reliant le port de Dar es Salaam à Kigali, avec des extensions prévues vers le Burundi et la République démocratique du Congo. De son côté, la Zambie développe un corridor ferroviaire reliant sa ceinture de cuivre au port angolais de Lobito sur l'Atlantique. En République démocratique du Congo, le projet Métroquin prévoit la mise en place d'un train urbain électrique reliant le centre de Kinshasa à l'aéroport de Njili. Le secteur de l'énergie occupe également une place importante dans les discussions. Le Ghana a présenté un corridor économique combinant production solaire et stockage par batterie. D'autres pays comme l'Éthiopie et l'Ouganda ont également exposé plusieurs projets, notamment dans les énergies renouvelables et l'hydroélectricité, afin de répondre à une demande énergétique en forte croissance sur le continent. Et le sommet des entrepreneurs Chine-Afrique, tenu à Addis Abeba, a appelé à renforcer la coopération économique pour un développement commun. Les responsables africains et chinois ont souligné le rôle important du secteur privé et de l'innovation, notamment avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Les participants ont également encouragé les entreprises à saisir de nouvelles opportunités, notamment dans l'économie numérique et le développement vert, avec le lancement d'une alliance de partenariat entre entrepreneurs et des deux parties. Et ceci conclut, on conclut, chers téléspectateurs, avec ce commentaire. Je tiens à vous remercier de votre attention et on passe directement à ce commentaire. L'Afrique du Sud et le Lesotho s'apprêtent à mettre en service le pont Senku, un ouvrage transfrontalier majeur situé dans le district montagneux de Mokhotlong, au nord-est de Lesotho. Voyons ensemble ce commentaire. D'un coût estimé à 2,4 milliards de rand, soit près de 150 millions de dollars, cette infrastructure de 825 mètres de long et 90 mètres de haut s'inscrit dans une stratégie régionale combinant connectivité routière et sécurité hydrique. Le pont constitue un élément clé du programme des hautes terres du Lesotho, lancé dans le cadre d'un traité bilatéral signé en 1986 entre Pretoria et Maseru. Il s'intègre à la deuxième phase du projet et permettra notamment de franchir le futur réservoir de Poliali, appelé à submerger certaines infrastructures existantes. Son inauguration prochaine, prévue en présence du président sud-africain Cyril Ramaphosa et du roi du Lesotho, Letsi III, témoigne de la dimension stratégique et diplomatique de cette réalisation. Au-delà de son rôle dans le transport, le pont s'inscrit dans un dispositif essentiel d'acheminement de l'eau depuis les hautes terres du Lesotho vers l'Afrique du Sud, en particulier vers les grandes zones urbaines et industrielles. Une part importante de l'eau consommée à Johannesburg provient déjà de ce pays enclavé. Actuellement, le Lesotho exporte environ 780 millions de mètres cubes d'eau par an vers son voisin. Avec l'extension du programme, ces volumes pourraient dépasser 1,27 milliard de mètres cubes annuels,
contribuant ainsi à renforcer la sécurité hydrique d'une région confrontée à des pressions croissantes sur les ressources. Pour les autorités des deux pays, ce projet s'inscrit dans une vision de long terme visant à consolider la coopération régionale et à répondre aux défis futurs liés à l'eau et au développement. En attendant la mise en eau du barrage de Poliali, le pont sans queue s'impose déjà comme une prouesse d'ingénierie et un symbole d'interdépendance croissante entre les deux États d'Afrique australe.